Cet épisode est un tutoriel complet sur une des disciplines les plus sous-cotées de l'ingénierie logicielle. Et si un jour vous voulez devenir un développeur professionnel reconnu, vous devez maîtriser ce qu'on va voir dans cet épisode. Un de mes frères vit depuis quelques temps en Espagne et l'autre jour on s'est revus et on a parlé un peu boulot. Puisque comme moi il travaille pour une ESN et il est ingénieur logiciel. Son client à ce moment-là, eh bien c'est un site de banque qui est absolument horrible. Le moindre bug dans le produit demande jusqu'à 3 jours de peer programming et de console log pour pouvoir être corrigé. On parle d'une application qui existe depuis plus de 30 ans et dont la base de données a plus de 1000 tables. Pour vous donner une idée des dégâts, eh bien le turnover des développeurs sur ce projet, il est de 8 mois. Ça veut dire que si vous rejoignez ce projet, statistiquement, 8 mois plus tard, vous posez votre démission ou vous demandez à partir de ce projet, tellement c'est horrible. Pourtant, théoriquement, le code fonctionne et le produit est utilisé chaque mois par des millions d'utilisateurs. On parle d'une banque grand public, que je ne citerai pas, bien sûr, dans cet épisode. Mais au moindre bug, à la moindre évolution minuscule, c'est la catastrophe. La codebase est aujourd'hui en pure maintenance et on cherche des gens qui se sacrifient pendant quelques mois pour maintenir ce truc. Donc évidemment, le quotidien des développeurs est horrible. Vous imaginez vous lever le matin et devoir coder pendant 8 heures dans un tel enfer. C'est pas du tout amusant et puis vous apprenez pas vraiment de nouveaux skills. Vous essayez juste de naviguer dans un labyrinthe géant qui fait mal à la tête toute la journée. Et finalement, lumière d'espoir, en négociant un peu avec son chef de projet, mon frère a eu le droit à 2 jours de refactoring. Ça peut paraître très peu vu l'ampleur des dégâts, mais c'est déjà un début. Enfin, c'est ce qu'on peut se dire en amont, puisque au bout de 2 jours de refactoring, où mon frère s'était tué pour faire du mieux qu'il peut, il était incapable de dire s'il avait amélioré ou non la codebase en question. Donc vous imaginez la sensation horrible, vous êtes sous pression en permanence, tout d'un coup on vous donne 2 jours pour refactoriser, et après 2 jours de refactoring, vous savez absolument pas si vous avez amélioré ou non le code sur lequel vous travaillez. Et cette histoire m'a marqué parce que je me suis rendu compte que tous les projets sur lesquels j'étais intervenu étaient des versions plus ou moins grandes, un petit peu comme des poupées russes. On a des variantes de bordel qui sont plus ou moins importantes sur les projets que vous allez peut-être rejoindre un jour. Puisque ce qu'a traversé mon frère est ce que j'appelle aujourd'hui le if-else switch ternary refactoring. C'est-à-dire qu'on tourne en rond sans savoir réellement où on va quand on refactorise une vieille codebase. Donc ce que je vous propose de voir tout de suite, c'est 3 questions qui auraient permis de sortir de cette situation beaucoup plus tôt. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on voudrait refactoriser? Toujours commencer par le pourquoi. Deuxièmement, comment on doit refactoriser? Et troisièmement, quand est-ce qu'on est censé faire ça? Heureusement pour nous, il existe un livre de référence sur le refactoring de Martin Fowler, dans lequel on va déjà pouvoir s'accrocher à une première définition de ce qu'est le refactoring. Le refactoring est à la fois un verbe et un nom. Donc quand on dit un refactoring, je vous mets la définition à l'écran, ça va simplement être un changement que vous faites à l'intérieur de la structure de votre logiciel et dont l'objectif va être de rendre le code plus facile à comprendre et moins cher à modifier si demain on doit le faire évoluer ou le maintenir. Mais surtout, très important, votre modification ne doit absolument pas changer le comportement observable de votre logiciel. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'utilisateur ou d'un test end-to-end, votre code doit se comporter de la même manière. Donc ça, c'est un refactoring. Maintenant, quand on dit refactoriser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'activité de restructurer le software, comme on l'a vu, pour améliorer sa structure interne sans changer le comportement observable. Et on va refactoriser en appliquant une succession de refactoring, c'est-à-dire le nom qu'on a vu juste avant. Donc ça nous donne une première définition. Maintenant, on arrive très rapidement à un paradoxe, que j'appelle le paradoxe du refactoring. On vient de voir que le refactoring va remettre en place exactement les mêmes fonctionnalités qu'avant. Mais on va toucher au code et donc on risque de casser des choses. Donc à première vue, cette activité n'a absolument aucun intérêt. Vous mettez simplement le projet en danger inutilement. Et la meilleure manière de se rendre compte de l'intérêt du refactoring, c'est de raisonner par l'absurde. Imaginons un projet dans lequel on ne fasse aucun refactoring, c'est-à-dire on ne prend jamais le temps de restructurer le logiciel à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que la conception interne de votre logiciel va se dégrader tous les jours mécaniquement. Car les développeurs, c'est-à-dire vous et vos collègues, quand vous intervenez sur votre codebase tous les jours, ce que vous faites, c'est une succession d'objectifs à court terme. Il faut fixer ce bug, il faut livrer cette fonctionnalité. Et souvent, vous venez faire ça avec un peu d'urgence et sans avoir la totalité de l'architecture globale du projet en tête. Vous intervenez toujours dans un sous-périmètre du projet global et donc, petit à petit, le code va perdre sa structure. On appelle ça le daily trade-off. Tous les jours, vous devez faire des choix court terme sans avoir une vision globale et le logiciel perd tous les jours un petit peu de qualité si on ne prend pas le temps de refactoriser, c'est-à-dire d'appliquer une succession de refactoring.
Et pire encore, c'est que cette perte de structure, elle est cumulative. C'est-à-dire que plus la structure interne du logiciel va se dégrader, plus les gens qui vont intervenir dessus auront une vision encore moins claire de la structure globale de votre logiciel et donc vont intervenir dessus en dégradant la structure encore plus rapidement. Et donc ce qui se passe très rapidement, c'est que votre code base, soit elle est dans un cercle vertueux, soit elle est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que soit c'est de mieux en mieux quand vous codez sur la code base, vous allez de plus en plus vite, vous livrez un logiciel qui ne fait que s'améliorer en qualité, en tenant les délais, etc. Mais bien souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est de pire en pire. Defect qui prenait une demi-journée à corriger à T plus 2 mois, eh bien va prendre 1 jour et demi à corriger à T plus 2 ans. Parce que la structure s'est tellement dégradée que c'est de plus en plus long d'intervenir dans votre code base. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le temps qu'on se dit qu'on va économiser à ne pas refactoriser pour livrer très vite un truc demain après-midi ou en fin de matinée, c'est que très rapidement, ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire que les 2 heures que vous allez gagner aujourd'hui, eh bien vous allez perdre peut-être une demi-journée dans même pas 2 semaines. Donc c'est vraiment une décision terrible parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une code base, elle n'est jamais finie. Elle est faite uniquement pour être maintenue et évoluer. Le jour où il est plus possible d'effectuer le moins de changements dessus, eh bien votre code base est en train de mourir, puisque le produit que vous avez développé, il est en concurrence sur un marché plus global avec d'autres entreprises qui créent des produits similaires et qui ciblent les mêmes clients et qui, elles, vont continuer à apporter des améliorations, etc. Donc, en quelques mois ou quelques années, votre projet peut ne plus rien valoir si vous ne continuez pas à pousser des fixes de bugs, des nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performance, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut refactoriser pour enclencher le cercle vertueux dans la code base sur laquelle vous travaillez. Et plus précisément, comment on met en marche ce cercle vertueux? Eh bien, ça va se faire autour de 3 piliers que vous devez comprendre et maîtriser. Premièrement, la maintenabilité, c'est-à-dire à quel point votre code est facile à comprendre, à corriger, à modifier et à améliorer. Maintenabilité. Deuxièmement, la flexibilité de votre code, c'est-à-dire à quel point c'est facile de bouger votre code si les requirements changent ou qu'ils doivent être adaptés. Et enfin, la testabilité de votre projet d'un point de vue test unitaire, c'est-à-dire à quel point c'est facile aujourd'hui d'aller écrire un test unitaire sur votre code base. Souvent, écrire des tests est dur simplement parce que le code n'est pas testable. Une fois que vous avez compris ça, eh bien ce qu'on va appliquer, c'est-à-dire un refactoring, qu'on va voir juste après, va avoir un seul objectif, améliorer un des 3 piliers que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que quand vous appliquez un refactoring, vous devez systématiquement vous poser la question, est-ce que j'améliore la maintenabilité, la flexibilité ou la testabilité de mon code? Sinon, c'est pas du refactoring, c'est un hobby ou une activité de loisir et personne ne sait vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et c'est super important parce que si vous renommez une variable qui permet à quelqu'un d'éviter de faire un bug parce que le nom était confusant et que ça évite de passer, on va dire, 2 personnes qui passent une demi-journée à corriger un bug, eh bien vous venez de faire économiser quasiment 1 000 € à votre client. D'accord, 2 développeurs, 500 € par jour à peu près, ça coûte. Donc un petit refactoring comme un renommage peut faire gagner 1 000 $ à votre client. Donc c'est incroyable parce que le refactoring, qui est toujours vu comme une activité de geek pour les développeurs, à part en dehors des activités business entre guillemets où il faut livrer des nouvelles fonctionnalités, eh bien on peut se recentrer sur quelque chose de crucial, c'est que si votre refactoring améliore la maintenabilité, la flexibilité et la testabilité de votre projet, eh bien c'est une activité clé pour le business puisqu'il va avoir une code base vertueuse qui va lui permettre de livrer des choses de plus en plus vite. Donc ça va être le coût de maintien et d'évolution de la code base et on parle de plusieurs milliers d'euros à économiser possiblement par semaine. Donc la seule raison de refactoriser, c'est de baisser le coût opérationnel de votre code base et la seule raison de refactoriser, c'est de faire gagner de l'argent à vos clients. Donc c'est extrêmement important. Imaginons que vous ayez une portion du code sur laquelle il n'y a plus aucune raison d'intervenir jusqu'à la fin du projet. Eh bien, il n'y a aucune raison d'aller la refactoriser. Puisque si personne n'intervient dessus, ça n'a pas besoin d'être plus facile à comprendre, ça n'a pas besoin de pouvoir encaisser des évolutions, etc. D'accord? Vous allez gratter que s'il y a des raisons de gratter. Question numéro 2. Comment est-ce qu'on refactorise? Je suis derrière mon VS Code, qu'est-ce que je dois faire? Si on reprend la définition rapidement, on a un refactoring, on va voir ce que c'est, et refactoriser, qui est une succession de refactoring. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre ce catalogue de refactoring. Et on va voir tout de suite comment ça marche. Prenons un de mes refactoring préférés que vous voyez à l'écran. Ce refactoring s'appelle Remove Dead Code. Ça consiste simplement à supprimer du code qui ne sert à rien dans votre projet. Et oui, c'est tout. Ça, c'est un refactoring. Alors vous allez me dire, mais c'est pas très important, de toute façon ce code il fait rien, bon on pourra l'enlever, il n'y a rien d'urgent là-dedans. Eh bien si,
Pourquoi? Parce que supprimer du code mort, eh bien, c'est un refactoring extrêmement puissant puisque vous allez pouvoir adresser les 3 piliers du refactoring d'un seul coup. Vous allez améliorer la maintenabilité de votre code puisqu'il y a moins de code à lire, donc c'est plus facile à comprendre, vous prenez moins de charge mentale dans la tête des gens. Flexibilité, ce sera plus facile de venir faire évoluer un code dans lequel il y a moins de lignes à lire. Et puis enfin, testabilité, vous avez des choses en moins à tester, notamment vérifier que cette fonction n'est jamais appelée. Donc contrairement à ce que vous pensez, ça apporte beaucoup de valeur de supprimer du code inutilisé dans votre projet. C'est d'ailleurs une des premières choses que vous devez faire si vous reprenez une vieille code base. Donc là, on vient de voir un nom, un refactoring, et je vous ai mis un lien vers le catalogue de tous les refactorings officiels, donc du livre de Martin Fowler. Vous pouvez les prendre un par un, les regarder, noter ceux qui vous plaisent, etc. Et normalement, à partir de maintenant, vous devez voir ce qu'est un refactoring, avant, après, et on améliore soit la maintenabilité, la testabilité ou la flexibilité. Maintenant, le verbe refactoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être appliquer cette succession de refactoring. Le problème, c'est qu'à chaque étape, on peut casser le comportement observable de votre logiciel. Donc ça, c'est pas top. Donc idéalement, la version académique du refactoring se fait en couplage avec le test-driven développement. C'est-à-dire qu'avant de refactoriser quoi que ce soit, s'il n'y a pas un test unitaire qui couvre la portion de code en question, vous devez d'abord écrire un test unitaire, vous assurer que le test passe, refactoriser et regarder que le test passe à nouveau. Sinon, théoriquement, vous ne pouvez pas refactoriser, c'est trop dangereux. Le problème, c'est que dans la plupart des codes base, vous n'avez pas forcément de test unitaire. Et comme on vient de le voir, le problème, c'est qu'on a un code qui est déjà tellement compliqué qu'il n'est même pas testable. C'est-à-dire que la testabilité de votre projet est peut-être quasiment inexistante. Vous n'arrivez même pas à écrire un test unitaire à un seul endroit. Donc ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est d'appliquer ce que j'appelle la stratégie cowboy, qui consiste un petit peu à prendre des risques, puisque sinon on ne va jamais pouvoir avancer dans ce micmac. Donc l'idée, c'est d'utiliser soit des outils de refactoring automatisés, soit être très minutieux et vraiment très scopé dans ce que vous faites, et d'appliquer un refactoring et de faire un test manuel derrière pour vous assurer que à peu près rien n'est cassé. C'est un peu dangereux, mais des fois c'est une des seules manières d'avancer. Et si ce que vous faites est très scopé, vous pourrez toujours appliquer un commit de revert pour revenir en arrière, et vous aurez peut-être perdu qu'une heure ou deux, mais à la fin de la semaine, vous aurez peut-être pu faire passer, je sais pas, une dizaine de refactoring, et c'est toujours ça de prix. Bien sûr, toutes ces stratégies d'être minutieux ou d'écrire des tests unitaires avant, eh bien le but, c'est que vos refactoring n'alternent jamais l'état fonctionnel du logiciel. Donc moi, c'est quelque chose que je pratique pas très bien, puisque quand je refactorise, j'ai tendance à être un peu trop gourmand, à vouloir embarquer un peu trop de choses et à casser le comportement du logiciel. Donc après, je suis obligé de revert, etc. Donc ce que je vous recommande et que j'essaye de travailler là-dessus en ce moment, c'est que quand vous refactorisez, vous vérifiez en dessous que votre projet compile et que tous les tests, si vous en avez, passent en permanence à chaque fois que vous renommez une variable, à chaque fois que vous supprimez un petit bout de code inutile ou que vous tirez une fonction. Essayez toujours d'avoir un feedback le plus rapidement possible pour vous assurer que vous n'avez rien cassé avant de continuer. L'idée, c'est que si vous vous dites « je vais refactoriser pendant 2 heures », sur les 2 heures, il faudrait que pendant 1h55, le projet fonctionne parfaitement et qu'il n'y ait que 5 minutes où vous avez l'erreur humaine qui fait que vous avez cassé l'état valide du projet. Mais généralement, quand quelqu'un dit « je vais refactoriser pendant 2 heures ou 2 jours », il commence, au bout de 5 minutes, il casse le projet, il va refactoriser, puis il espère pouvoir venir rebrancher tout correctement à la fin. Ça, c'est trop dangereux. L'idée, c'est de minimiser ce que j'appelle ici la dead zone, la zone de la mort, dans lequel votre projet n'est plus livrable, il compile plus, et d'essayer de rester dans la zone verte le plus longtemps possible. En tout cas, maintenant, quand vous allez dire « je vais refactoriser pendant 2 heures », idéalement, il faudrait que vous ayez cette image mentale. J'applique une succession de refactoring qui ne casse jamais le projet et qui à chaque fois embarque une amélioration sur la structure interne du logiciel. Troisième question, quand est-ce qu'on est censé refactoriser? Personnellement, je refactorise toute la journée, quasiment chaque heure, puisque l'objectif, c'est d'en faire une habitude, puisque chaque jour, vous avez aussi l'habitude involontaire de faire du daily trade-off, c'est-à-dire des décisions court terme. Donc j'essaye toujours de compenser ce que je pourrais livrer trop vite par du refactoring. Et ça peut vous sembler extrême, mais en fait ça l'est pas. Parce que si quelqu'un vous dit on va refactoriser plus tard, au prochain sprint par exemple, vous pouvez être certain que ça sera jamais fait. Pourquoi? Parce qu'au sprint prochain, vous aurez d'autres urgences et à aucun moment vous allez vous dire « Ah ben je vais livrer en retard ce bug fixe parce que je vais refactoriser un truc que plus personne utilise du sprint d'avant ». Quand quelqu'un dit « on refactorise plus tard », ça veut dire « on refactorise pas ». C'est exactement la même chose. Plus précisément, quand est-ce que vous pouvez refactoriser? Eh bien, il y a 5 triggers, moi, qui me poussent à refactoriser. Premièrement, ce que j'appelle la règle des 3. C'est-à-dire quand on a une logique qui est répétée à plus de 3 endroits, possiblement une logique à factoriser. Deuxièmement, avant d'ajouter une fonctionnalité, j'arrive, je dois coder, et je me rends compte que si je modifie légèrement la structure interne de ce composant, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'ajouter cette nouvelle fonctionnalité.
Donc ce que je fais, c'est que je refactorise d'abord l'existant et je viens construire ma feature sur une code base qui est plus maintenable, flexible et testable. Troisièmement, durant le code. À chaque fois que je code, je passe dans des fonctions que j'utilise d'ailleurs, etc. Il y a peut-être un paramètre à renommer, il y a peut-être une signature de fonction qui est trop lourde et confusante. Donc vraiment essayer de refactoriser petit à petit si vous êtes dans du code qui est utilisé régulièrement. Quatrièmement, vous pouvez refactoriser ou suggérer en tout cas des refactoring dans la code review. C'est vraiment le bon endroit. Vous avez un collègue qui soumet le code pour un bug fixe par exemple, vous pouvez suggérer 3 ou 4 refactoring, un renommage, un traitement dans une boucle for qui pourrait être remplacé par la méthode filter, ou encore un commentaire inutile où on pourrait juste créer un type TypeScript plus solide pour décrire la donnée. Et enfin cinquièmement, mon préféré, c'est que quand vous lisez du code et qu'il y a une portion de code qui vous semble bizarre, et vous mettez 5 minutes à comprendre qu'en fait telle variable, ça veut dire telle variable, et que ces deux fonctions qui sont à 500 lignes d'écart dans un composant en fait sont liées parce qu'elles fonctionnent ensemble, eh bien je vais prendre le temps à ce moment-là de faire quelque chose d'incroyable, c'est que plutôt que de mémoriser cette information que j'ai mis 5 minutes à comprendre dans mon cerveau, je vais prendre cette information de mon cerveau et je vais le mettre dans la code base. Donc je vais bouger ces fonctions qui vont ensemble, je vais les mettre collées, la variable qui avait un nom qui m'a fait perdre 5 minutes, je vais le renommer et je vais vraiment prendre cette habitude de systématiquement prendre tout ce que je déduis dans ma tête et le pousser dans la code base. Et je fais ça toute la journée. Comme ça, j'ai plus rien à penser et la code base parle d'elle-même. Alors bien sûr, des fois, vous arrivez dans un projet dans lequel le refactoring qui serait nécessaire est trop gros. D'accord? C'est plus compliqué que de juste nettoyer un petit peu un composant. Puisque le catalogue de refactoring que je vous ai mis en lien, ça va être des refactoring que Martin Fowler appelle dans son livre des refactoring opportunistiques. C'est-à-dire que toute la journée, vous avez l'opportunité d'embarquer ces petits refactoring. Cependant, il y a des fois des refactoring qui sont trop gros, comme on vient de le dire, et donc qui sont des refactoring planifiés. En effet, parfois, vous devez remplacer une librairie, mettre du code dans un composant qui doit être partagé avec d'autres équipes, etc. C'est des chantiers techniques qui sont ambitieux. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul en 10 minutes avant une réunion. Dans ce cas, il faut planifier un refactoring de plus long terme et ça peut être plus coûteux et compliqué. Donc la solution, c'est toujours la même, ça va être de diviser pour mieux conquérir. Donc vous pouvez découper, découper, découper. Le refactoring est peut-être énorme, mais il y a peut-être, on va dire 30% de ce refactoring qui peut être fait en version opportunistique. C'est-à-dire qu'il peut être fait un peu de manière invisible comme ça au quotidien. Et puis il y a un gros morceau plus petit qu'on pourra faire à ce moment-là. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres patterns de plus long terme qu'on verra pas dans cette vidéo parce que c'est des chantiers un peu plus importants. Mais l'idée fondamentale, c'est que ces refactoring très conséquents doivent être le plus rare possible et que vous devez concentrer vos efforts le plus possible sur les refactoring d'opportunités qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Donc généralement, pour être concret, moi ce que je fais, c'est que 80% de mon travail de refactoring, il va passer au fur et à mesure dans des pull requests où je vais indiquer les refactoring que j'ai embarqués. Et puis pour les chantiers plus conséquents, on va dire 20% de l'effort, eh bien ils vont être tracés dans des tickets Jira techniques qui eux vont avoir une visibilité, une traçabilité auprès du chef de projet, du client et du management. Donc voilà, on a répondu aux 3 questions. Pourquoi refactoriser? Comment vous devez refactoriser pour créer de la valeur? Et quand est-ce que vous êtes censé faire ça? Et pour terminer, je vous mets un screenshot du livre Refactoring de Martin Fowler que j'ai lu personnellement et j'avais noté avec des petits ronds comme vous pouvez le voir ici, tous les refactoring qui m'avaient le plus plu pour améliorer la code base à l'époque où je l'avais lu. Vous pouvez tous les retrouver dans le lien sous la vidéo où vous avez le catalogue de tous les refactoring. En tout cas, si le sujet du refactoring vous intéresse et que vous voulez qu'on rentre un peu plus là dans les détails du catalogue, on pourra faire une vidéo complémentaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a apporté de la valeur et que vous cherchez en ce moment à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. D'abord, vous pouvez regarder le contenu sur cette chaîne, pas besoin de vous abonner. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne, les commentaires, les pouces bleus habituels. L'idée, c'est pas de devenir les esclaves de l'algorithme YouTube, mais de faire connaître cette chaîne pour dire que oui, il y a une communauté francophone de développeurs qui s'intéresse au code professionnel. Et demain, ça pourra nous permettre d'avoir du poids pour interviewer une pointure dans notre industrie. Par exemple, un tech lead chez Google ou un architecte chez Netflix, si on est 100 000, ça pourra peut-être l'intéresser de venir faire une interview sur la chaîne YouTube. Et puis troisièmement, vous retrouverez un lien sous la vidéo où vous pouvez rentrer votre mail pour recevoir une newsletter destinée aux développeurs professionnels dans lequel je vais publier des ressources supplémentaires que je ne peux pas vous envoyer en vidéo. Donc des extraits de code à copier-coller, des checklists, des schémas, tout ça je pourrais l'envoyer directement dans votre boîte mail si ça vous intéresse. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code à vous d'ici là. Ciao!